Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar Investir en période d'instabilité. On est avec Jérôme et Florian qui sont les intervenants. Salut tout le monde. Les Hello. intervenants. On est en train d'attendre un petit peu parce qu'il y a des participants qui arrivent et puis on va commencer tout doucement. En attendant, peut-être Jérôme et Florian, ce serait peut-être bien que vous vous présentiez. Jérôme, si tu peux te présenter. À l'honneur. Yes. Donc bonjour tout le monde. Donc pour ma part, c'est Jérôme. Je suis responsable de la ville de Rennes sur les projets d'investissement locatif chez Bivouac depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc je suis également investisseur multicasquette. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'animer un petit peu ce webinaire avec Florian. On est vraiment passionné du monde de l'investissement. Donc, pas que l'immobilier, vous le découvrirez, on vous parlera d'autres choses dans la foulée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Florian? Yes, écoute, moi c'est Florian, chargé de projet à Marseille depuis 1 an et demi. Moi, je suis dans l'investissement locatif depuis 2014, donc ça va bientôt faire 7-8 ans que je gravite dans le monde de l'investissement locatif pour des clients et à titre personnel aussi, investisseur dans de nombreuses villes en France et à l'étranger. Et voilà, comme Jérôme, passionné de l'investissement de manière générale, que ce soit actions, crypto, enfin, il y a pas mal de classes d'actifs euh, qui m'intéressent. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour discuter de tout ça ensemble. Super, merci Jérôme et Florian. Effectivement, le but de cette présentation, c'est de comprendre comment investir en période d'instabilité, puisqu'on sait qu'on vit des moments un petit peu spécifiques. Et chez Bivouac, comme vous avez pu voir avec Jérôme et Florian, on est vraiment des passionnés d'investissement. Cela va évidemment au-delà de l'immobilier, hein, on discute tout le temps d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait partager nos réflexions avec vous tous pour essayer de vous guider dans vos investissements. Voilà, donc je vous propose de commencer sans plus tarder avec la présentation. Hop, la voici. Alors, désolé, elle était déjà commencée. Comment investir en période d'instabilité? Alors, le webinaire va se dérouler comme ceci, 20 minutes de prise de parole environ des intervenants. Évidemment, n'hésitez pas à poser quelques questions, 10 minutes d'échange. À la fin, on prendra vos questions et vos réponses si vous en avez. Je vois d'ailleurs que David nous dit bonjour. Donc, bonjour David, qui est à Singapour. Mais avant, une très légère présentation de Bivouac, très petite, hein, très courte. Bivouac, c'est une société qui fait de l'investissement locatif avec un service clé en main. Ça veut dire qu'on vous aide à rechercher les biens, enfin, on les recherche pour vous. On vous aide à les acquérir, on fait les travaux, l'aménagement et on vous les met en gestion locative. Bivouac est globalement présent un peu partout dans les principales villes françaises. Voilà pour Bivouac. Eh bien, on va commencer sans attendre. Voici le sommaire. Déjà, un récapitulé du contexte actuel, puis un focus sur des classes d'actifs, l'or, l'immobilier, les cryptos et les actions. Alors, je commence avec le contexte qui est un contexte double. Il y a deux choses qu'il faut retenir aujourd'hui lorsqu'on investit. Déjà, c'est le contexte post-Covid, puisqu'on a des banques centrales qui ont eu des politiques monétaires extrêmement accommodantes et ces politiques monétaires ont mené à des liquidités extrêmement importantes sur le marché, avec des rentabilités très importantes puisqu'il y avait beaucoup d'argent disponible, peu d'inflation parce que les taux d'intérêt étaient historiquement bas et des consommateurs qui ont pu mettre énormément d'argent de côté. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Le problème de ces politiques accommodantes, c'est qu'elles ont eu, et du Covid aussi, c'est qu'elles ont eu des effets néfastes. La première, c'est tout simplement un goulot d'étranglement des chaînes d'approvisionnement, ce qui fait que le coût des importations est en augmentation. On a eu une dégradation du déficit extérieur, puisque évidemment, il y a des problèmes de commerce, notamment des coûts d'expédition qui sont très élevés et une pénurie de main-d'œuvre. Donc ça,
c'est vraiment le contexte post-Covid. Évidemment, on peut ajouter aujourd'hui, ce n'est pas dans la présentation, mais l'inflation qui est en augmentation depuis septembre, octobre, où il y a vraiment des signes que l'inflation repart à la hausse. Et puis, il y a un contexte géopolitique à prendre en compte. C'est évidemment celui de la guerre en Ukraine, avec une hausse des prix de l'énergie, une hausse des prix de certaines matières premières et des sanctions qui vont mener inéluctablement au ralentissement de la croissance économique. Et du coup, cette guerre en Ukraine, elle a 4 conséquences. Une inflation qui était déjà existante avec les politiques monétaires accommodantes pendant le Covid, mais qui est renforcée par la hausse des prix de l'énergie et la hausse des prix de certaines matières premières, des tensions sur les marchés financiers, un recul de la demande internationale et un impact direct sur la croissance française, même si elle est toujours positive. Il y aura un impact entre 0,2 et 0,8%. Alors, du coup, il y a des interrogations. La première, c'est est-ce que le conflit ukrainien va se résoudre rapidement? Et le deuxième, c'est est-ce que l'inflation va se résorber rapidement? Si l'on en croit les experts de la Banque centrale, les personnes qui travaillent au gouvernement, les économistes, la plupart des personnes s'accordent à dire que l'inflation devrait être temporaire. Mais en vrai, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est ce qu'ils disent. Et voilà, donc on est toujours dans l'expectative. Voilà pour ce contexte. Si vous avez des questions, évidemment, on les prend, n'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose, c'est directement de commencer avec l'investissement dans l'or. Pourquoi faut-il investir dans l'or? Quelles sont les caractéristiques de l'investissement de l'or? Donc, je reprends la main sur cette partie-là. Alors, déjà, investir dans l'or, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est l'or? Vous le savez tous, hein, j'invente rien. C'est la plus vieille devise mondiale. On fait du commerce avec l'or depuis plus de 6000 ans. Voilà. C'est une matière première qui est à la fois très rare et qui est inoxydable. C'est ce qui fait justement son caractère un petit peu exclusif. De plus que ça ne peut pas être reproduit à l'infini. On a un stock limité d'or qui est présent sur Terre. Donc justement, l'or, avec tous ces critères, ça représente une valeur, une réserve de valeur et une valeur refuge dont les prix justement sont fixés par les différents acteurs du marché que vont être les agences, etc. En quoi l'or va-t-il représenter une protection contre l'inflation? Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est l'inflation. Quand il y a une crise politique ou une crise économique, ça engendre souvent une inflation. Et une inflation, c'est une perte de la valeur de l'argent et une réduction du rendement de tous les types de placements. Donc, on vous a marqué l'exemple. Là, Jérôme, si je peux me permettre, peut-être pour expliquer de manière un peu plus simple, si vous avez 100 000 euros stockés sur un compte, qui sont stockés à 0% de rendement, ils ne sont pas sur un PEL, ils sont juste sur votre compte courant. Un an plus tard, si l'inflation est à 5%, ça veut dire que vous aurez toujours 100 000 euros sur votre compte, mais que vous n'aurez qu'une valeur équivalente à 95 000. Voilà. C'est ça. La valeur actualisée dans un an correspondra à 95 000 euros. On a notre pouvoir d'achat qui diminue avec la même quantité d'argent. Oui, c'est ça. En gros, il faut dépenser plus pour acheter la même chose qu'hier. Donc, c'est une perte de valeur de la monnaie et donc du pouvoir d'achat par conséquence. Voilà. Donc, c'est exactement les 2 points là. L'investisseur peut donc perdre de l'argent avec l'exemple du placement sur livret A, mais c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Donc, la valeur de l'or, on se rend compte que ça reste du coup une valeur pérenne. Donc, et on peut passer du coup à la slide suivante. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans le chat, je serais assez curieux de savoir si parmi nos auditeurs, il y en a parmi vous qui détiennent de l'or, alors que ce soit en or physique, hein, ça peut être sous forme de lingots, de Napoléon. Il y a également ce qu'on appelle de l'or papier, sur le même principe que les SCPI. N'hésitez pas à nous dire, ce serait assez intéressant. Moi, j'ai de l'or physique. Voilà, on a un coffre-fort à aller braquer chez Benjamin. Pas chez moi. Donc, or physique, ouais, donc il y en a un petit peu.
Donc, une protection contre l'inflation, je vais reprendre. Le schéma traditionnel au cours d'une inflation, c'est quoi? C'est pour maintenir des prix de stabilité. Les banques centrales, c'est ce qu'expliquait Benjamin tout à l'heure, resserrent les conditions de crédit et relèvent les taux d'intérêt. Et ce qui a pour conséquence de faire chuter le cours de la once d'or. Voilà, la référence en or, c'est la once d'or. Fin 2021, il y a eu un maintien des taux d'intérêt assez bas par les banques centrales, ce qui a eu comme conséquence une poursuite de l'inflation avec le maintien de la valeur de l'or. Alors, en période d'inflation, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or augmente beaucoup plus vite que l'inflation en tant que telle. La conséquence ou l'anticipation qu'il faudrait avoir, c'est plutôt ça, c'est qu'il est préférable d'acheter de l'or avant les crises ou, si on raisonne différemment, avoir toujours un fonds de portefeuille en or. L'or, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est une valeur refuge. Donc, toujours en avoir un petit peu, ça semble être une bonne chose quand l'inflation arrive. Alors, la déflation, maintenant. La déflation, c'est quoi? C'est une baisse des salaires, une baisse des prix, une baisse de la croissance, avec comme grosse conséquence une augmentation du chômage. Qui dit augmentation du chômage dit moins de recettes fiscales et une augmentation des dépenses sociales pour pallier un petit peu à tout ça, donc une augmentation des dettes d'État. Comment se financent ces dettes? Tout simplement en diminuant les dépenses ou en augmentant les impôts. Donc, quand on augmente les impôts, on baisse le pouvoir d'achat et la déflation arrive. Donc, c'est un petit peu Généralement, c'est les deux en plus. Hein. C'est diminution des dépenses et augmentation des impôts. Et c'est un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire que la déflation se renforce. Plus ça baisse, plus ça baisse. Plus ça baisse. D'ailleurs, Emmanuel Macron a demandé un effort de 10 milliards aux collectivités locales. Donc, on voit très bien que voilà, la diminution des dépenses est déjà en marche. Ouais, je vous ai mis dans la petite slide la pyramide de John Exter. Alors, pour faire très très simple, tout en haut de la pyramide, on va avoir des actifs financiers qui sont les moins liquides et en bas les plus liquides. Et on se rend compte, forcément, l'immobilier, le commerce, etc., tout ce qui va être vraiment physique, ça va prendre du temps à se revendre. Donc, ce n'est pas très liquide, alors que contrairement à l'or, où on va à un bureau de change, on échange son or. Et peu importe le pays dans le monde dans lequel on se trouve, c'est une monnaie qui est universelle et qui ne se base sur aucune dette. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un actif qu'il est pertinent d'avoir en tête. L'or sauve-t-il des crises? Alors, investir dans l'or, c'est quoi? Finalement, ça va être diversifier son portefeuille. Il faut savoir par contre que ça ne rapporte rien, pas d'intérêt, pas de dividendes. Par contre, sur une vision long terme, c'est clairement un investissement sécuritaire pour protéger sa famille. Voilà, pour avoir ça en fonds de portefeuille, ça me semble très intéressant. D'autant plus que c'est un actif, comme je vous l'ai dit, qui est très rare et qui est justement adapté à la décroissance. Et en période de déflation, si l'or baisse, tous les prix baissent proportionnellement. Et par contre, si les prix augmentent, l'or va générer pas mal de gains. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que l'or, finalement, peut représenter une bouée de sauvetage. Il faut toujours voir l'investissement comme un ensemble de choses. Et c'est important. Enfin, c'est important. Ça semble judicieux, du moins, d'avoir de l'or en petite quantité. Donc, en fait, l'idée, Jérôme, si je comprends bien ton idée, c'est pourquoi pas acheter de l'or, pas forcément pour générer des bénéfices, mais au cas où, en termes de protection quelconque, on va dire. C'est exactement ça. C'est vraiment cette idée de bouée de sauvetage. S'il y a vraiment un cataclysme financier, posséder de l'or, ça peut être intéressant. Super. Bon, maintenant, je vous propose de passer à l'immobilier. Quelles sont les caractéristiques de l'immobilier? Yes. Déjà, la petite précision par rapport à l'or et aux différentes classes d'actifs que l'on va voir ensemble. L'idée, c'est aussi de regarder l'objectif d'un investisseur, c'est la diversification.
Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un portefeuille qui soit entièrement constitué d'or, d'immobilier, d'actions ou de crypto-monnaies. C'est voilà, comment par rapport à des périodes de crise comme on a actuellement, comment voilà, panacher votre portefeuille et comment faire des arbitrages au sein de votre portefeuille et de vos classes d'actifs pour que il y ait le moins d'impact possible par rapport à l'inflation et aux crises existantes et éventuellement aux futures crises qui vont arriver. Et aujourd'hui, l'immobilier, effectivement, a une place centrale dans les différentes classes d'actifs. Le premier point, c'est que ça reste une valeur refuge parce que c'est un besoin primaire de se loger et qu'il y a tout le temps de la demande. Et qui plus est, de manière générale, la structure de la société française fait qu'on a un déficit de logement en France. Donc, c'est la raison pour laquelle l'immobilier est en perspective, est en permanence prise de valeur. Donc, ça reste également le placement préféré des Français. C'est très régulier d'avoir des discussions au sujet de l'immobilier et encore plus sur des personnalités comme les nôtres. Quand on travaille au sein de l'immobilier, on se rend bien compte que c'est un sujet phare de discussion, c'est un actif tangible, c'est-à-dire que on peut montrer les photos de son appartement, le toucher exactement, y vivre, y séjourner, alors que le Bitcoin ou une action, ça reste quand même beaucoup plus abstrait. La grosse force, c'est pour moi qui est l'argument numéro un, c'est la puissance de l'effet de levier qui nous permet en quelques mots, en mettant 1 sur la table, d'obtenir 10, là où en action, en or ou en crypto-monnaie, si vous investissez 1 de votre patrimoine, vous obtenez 1 en valeur de l'actif que vous avez choisi. Alors qu'en immobilier, à travers le crédit bancaire, on a un effet de levier qui est hyper puissant et qui est très intéressant, notamment avec les taux d'intérêt qui sont bas. On a une rentabilité qui est stable, c'est-à-dire que par rapport, encore une fois, à d'autres classes d'actifs qui peuvent être très, très volatiles, le rendement est stable et la volatilité est stable. On n'a pas un immobilier qui peut perdre 50% en une semaine et reprendre autant de pourcents. Donc, on reste quand même sur des corrections très minimes lorsque il y a un dégonflement de la bulle ou qu'il y a une prise de valeur de l'immobilier dans le sens inverse. Donc voilà, donc l'immobilier, un adage bien connu, est un très bon rempart contre l'inflation. La raison pour laquelle l'inflation aujourd'hui, on en a discuté, on a une petite présentation sur la définition. Maintenant, si on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte que, donc là, c'est sur les prix à la consommation, sur de la data de février 2022. En Turquie, on est à 50%, 54% d'inflation. Au Brésil, 10%, 10,5%. En Russie, 9,2%. Aux États-Unis, on est passé à 7,9%. Sur la zone OCDE, on est à 7,7%. Et la zone euro, on est à peu près à 5,9%. Donc, on se rend compte qu'on est sur des niveaux d'inflation qui sont très, très élevés. Et aujourd'hui, l'immobilier va constituer une classe d'actifs qui va nous permettre de se protéger, de protéger une partie de son capital contre l'inflation, notamment grâce au mécanisme de la dette. Comme Jérôme l'a expliqué tout à l'heure, si aujourd'hui on emprunte, donc si tu dois avoir un petit peu les derniers taux en tête, hein, Benjamin, les derniers taux d'intérêt, on est autour à peu près d'1%, 1,20, voilà, 20, sur 20 ans. Donc, on se rend bien compte par rapport à une inflation en zone euro qui est de 5,9, on se rend bien compte que du coup, si on a une dette à 1,20, du coup, on est complètement protégé de cette inflation-là. Alors, je pense là qu'il est peut-être important de dire, ça peut intéresser les gens, mais aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent et augmentent très vite. Ouais. Exactement. Mais très vite, c'est-à-dire que dans les derniers mois, sur le dernier mois même, je pense qu'il a augmenté de 0,2 points. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous empruntez 800 000 euros, chaque 0,1 vous coûte 15 000 euros sur 25 ans. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça. Donc,
C'est énorme. C'est très fort en calcul de tête, Benjamin, quand même. J'ai fait des maths. Effectivement, pour comprendre un petit peu le mécanisme, tout est lié. Enfin, il y a un indicateur qui est quand même clé, qui est le taux d'intérêt à 10 ans, qui est un petit peu cette référence. Et effectivement, c'est ce que tu disais. Là, il est en train d'exploser de semaine en semaine. Et en fait, c'est le taux d'intérêt des obligations d'État, et donc qui va être répercuté sur le taux d'intérêt des crédits immobiliers. Et effectivement, comme tu l'as très justement souligné, le taux d'intérêt des obligations à 10 ans ont fortement augmenté, et on est sur des niveaux qui sont, à l'heure actuelle, qui sont déjà très, très inquiétants sur des pays qui sont un petit peu fragilisés, comme la Grèce, on est à 2,7%, aux États-Unis, on est à 2%, en Italie également, on est à 2%. En France, là, sur les derniers, je crois que sur la France, on est autour de 0,90%. Donc voilà, quand on sait qu'il y a encore quelques mois, ces taux d'intérêt étaient négatifs, on comprend qu'il y a vraiment un changement de paradigme il y a un changement de dynamique sur ces taux d'intérêt. Donc il y aura une répercussion très, très rapide. Et je pense que tu dois le voir aussi, Jérôme, de ton côté, au niveau des différents offres de prêt que nous, on voit passer au quotidien de la part de nos clients. On se rend bien compte que les taux augmentent, et que la période des taux extrêmement bas, Oui, c'est derrière. c'est ça. Donc voilà, donc les trois aspects qui font que l'immobilier est un excellent outil contre l'inflation. Donc, comme c'est indiqué sur le schéma, qui est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est la courbe, l'appréciation des prix des logements sur les dernières années, avec, il me semble que c'est Paris en rouge et Lyon en vert, et ensuite quelques villes de province. Mais voilà, la grosse force de l'immobilier, c'est qu'il y a une appréciation de valeur dans le temps. Il y a une augmentation des revenus, donc des loyers, qui est possible parce que c'est indexé justement sur l'inflation. Il y a un indice qui est d'augmentation de loyer qu'on peut réviser tous les ans, qui est indexé sur l'inflation. Et le dernier point, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le meilleur moyen de se protéger de l'inflation, c'est d'avoir de la dette à un taux d'intérêt qui est inférieur que le niveau d'inflation actuel. On va peut-être passer pour aller peut-être sur cette slide, Florian, parce que le temps passe. Ouais. Du coup, juste le petit reminder que on veut vous faire passer sur la partie immobilier, c'est que, on a grandi dans un contexte de crise. Moi, quand je suis arrivé en école de commerce en 2008, on était déjà dans un contexte de crise avec la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, attendre un contexte qui est favorable, en fait, on n'investit jamais. Donc là, effectivement, la slide résume bien le sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. C'est le moment idéal pour investir parce que les taux sont encore bas. On va avoir une augmentation des taux qui est certaine. Les taux vont remonter. Les conditions de financement se sont déjà durcies depuis le 1er janvier 2022, et le marché va se tendre. Et il y aura sensiblement, je pense aussi, un ralentissement des prises de valeur sur les principales métropoles françaises. Donc, il y aura également des opportunités qui vont arriver. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut jamais oublier le couple rendement-risque. Aujourd'hui, puisque les prix vont on ne sait pas, mais s'il y a une baisse des prix, dans tous les cas, un niveau de rendement est lié à un niveau de risque, et donc c'est un paramètre qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsqu'on investit, peu importe la classe d'actifs. D'accord. Ok, merci beaucoup Florian pour ce petit focus immobilier. On passe aux crypto-monnaies avec Jérôme. Ouais, je reprends la main. Donc, investir dans les cryptos, c'est quoi? Alors, je vous ai mis le portrait du fondateur déjà. Donc, ça a été inventé en 2009, les crypto-monnaies. C'est quoi? Pourquoi ça a été inventé par ce monsieur? Parce que ça a été inventé pour contourner le système central des banques, la centralisation de l'argent au niveau des banques. Faut savoir que les crypto-monnaies, donc initialement le Bitcoin, peuvent être stockées dans ce qu'on appelle un portefeuille numérique. Un intérêt majeur, donc ça ne dépend pas des banques, c'est beaucoup plus rapide, c'est
hyper transparent. Les frais de transaction sont moindres. Donc, on peut l'utiliser pour acheter des biens, des services. Ça peut s'échanger, faire l'objet d'investissements, etc., etc. On ne va pas rentrer à fond dans le sujet. Le parallèle, il est très intéressant avec la présentation que je vous ai faite avant sur l'or, parce que le Bitcoin aujourd'hui est considéré comme l'or numérique de par sa rareté. Il y a une quantité limitée de Bitcoin qui pourra être fabriquée. Donc, on sait très bien que voilà, il y aura tant de Bitcoin et il n'y en aura pas un de plus. Malheureusement, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est très volatile, très spéculatif. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires qui possède du Bitcoin. Je pense qu'il y a un peu plus de personnes, enfin, Bitcoin, une crypto-monnaie en général, hein, un peu plus de personnes que de l'or certainement. C'est un actif aujourd'hui qui est considéré comme risqué, car très volatile. Il peut chuter de la même façon que les marchés financiers. On l'a observé là d'ailleurs fin novembre 2021 où les cours du Bitcoin se sont envolés à près de 67 500 $ pour redescendre de près de 30% quelques semaines après. Donc voilà. 33 000, hein, ouais. Ouais. Le Bitcoin, en fait, les cryptos d'une manière générale, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est un peu les montagnes russes, hein. Je pense que Florian, je sais que tu en possèdes. Moi, j'en ai pas mal aussi. Benjamin, je ne sais pas, mais voilà. Donc, voilà, faut savoir où on va et ce qu'on veut en faire. Mais à court terme, ça peut faire peur quand on voit son portefeuille chuter. Le Bitcoin, par contre, aujourd'hui, ne protège pas de l'inflation. On s'en est rendu compte avec des contextes géopolitiques. Voilà, dernièrement, on a C'était un bon test, hein, d'ailleurs, puisqu'on se posait la question de savoir si c'était une valeur refuge ou pas. Ça allait résister. Ouais. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé comme valeur refuge. Après, qui sait, peut-être plus tard. Dans le temps, bien sûr. Le Bitcoin, les cryptos n'ont à peine 15 ans, voilà, 13 ans. Donc voilà, la fourchette par rapport à l'immobilier, par rapport à l'or et même les actions dont on parlera après, voilà, c'est trop récent. Juste la slide d'avant pour conclure. La crypto, c'est quoi? C'est également un actif qui est très liquide comme l'or. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir le vendre pour récupérer du pouvoir d'achat de manière de manière instantanée. Et voilà. Et par contre, prendre du recul toujours parce qu'il n'y a pas énormément de recul, en l'occurrence, sur la date de première mise en service, en circulation de cet actif numérique. Voilà. Et rappelons-le, ça reste un support qui est extrêmement risqué avec des personnes qui sont, la majorité des influenceurs non avertis, sont payés et même s'ils peuvent fournir un grand travail de qualité, le conseil en investissement, même s'ils disent que ce n'en est pas, en fait, c'en est complètement, peuvent vous mener à des placements qui sont douteux. Vraiment extrêmement douteux, donc vraiment faites extrêmement attention et n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. On investit maintenant dans les actions avec Florian. Yes, alors je ne vais pas vous définir ce que c'est une action de manière générale, vous en doutez, c'est une part de capital d'une société. Le principe des actions, effectivement, c'est, moi, sur le point sur lequel je voulais insister, c'est que on est dans une classe d'actifs un petit peu comme l'immobilier sur laquelle je pense qu'il faut avoir une vision assez long terme, puisque vous voyez que si vous investissez à un horizon 1 mois, vous avez 40% de chances d'être perdant. Si vous investissez à un horizon 10 ans, on passe à 11% de chances d'être perdant. Et sur un horizon 20 ans, vous avez 0,1% de chances de perdre de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment un actif pour moi sur lequel on doit regarder sur le long terme, avec notamment un des sujets préférés de Jérôme, qui est les intérêts composés, qui permet également de booster ce rendement à long terme. Donc, est-ce que les actions, ça protège de l'inflation? Là, pour le coup, je pense que c'est la classe d'actifs qui est la plus directement touchée par l'inflation, puisque l'inflation, ça augmente les coûts de production des entreprises. Et comme on peut le voir sur le petit graphique à côté, les coûts de production ont explosé. On est quasiment sur des sommets historiques sur tous les pays de la zone euro. Donc voilà. Donc l'inflation, il y en a de la bonne, il y en a de la mauvaise, un petit peu comme le cholestérol.
Aujourd'hui, on est plutôt dans une mauvaise inflation avec des facteurs exogènes comme la guerre, le Covid, le quantitative easing des banques centrales. Donc, quel impact ça va avoir sur les actions et sur cet écosystème? De manière générale, on sait que l'inflation, ça va réduire le pouvoir d'achat des ménages, on en a déjà parlé, ça va réduire mécaniquement la croissance économique, ça va également réduire les marges des entreprises, puisque les coûts des matières premières vont coûter plus cher. Et donc, on l'a également noté, ça va susciter une augmentation des taux d'intérêt. Et donc, ça aura un impact sur les rendements des sociétés. Donc, en gros, comment se prémunir, comment continuer à investir un petit peu d'argent dans les actions. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller plusieurs axes de réflexion. Les premières, c'est d'être sur des actions qu'on appelle des actions en suivi de tendance, ce qu'on appelle du trend following. C'est un actif qui est un petit peu décorrélé du marché, qui fait un petit peu sa vie. J'ai mis l'exemple d'Air Liquide qui est en perpétuelle croissance, augmentation depuis 20 ans. Choisir des actions sur lesquelles il y a un avantage concurrentiel. Alors ça, c'est le grand sujet, c'est l'axe principal d'investissement de Warren Buffett, qui investit uniquement sur des actions avec un avantage concurrentiel. Et ensuite, moi, mon avis, ma vision, c'est aussi de choisir des grandes tendances qu'on appelle des méga trends par rapport au développement futur. Donc, ça peut être l'innovation technologique avec tout ce qui est lié à la robotique, avec l'informatique quantique, toutes les problématiques de demain, avec les problématiques démographiques de population, les alimentations, l'accès à l'eau, le vieillissement de la population, tout ce qui est lié aux ressources et au climat, avec des questions de mobilité, la transition écologique, etc. Et tous les challenges de demain sur les nouvelles villes, les smart cities, la cybersécurité. Donc tout ça, ce sont des secteurs un petit peu porteurs et qui peuvent vous permettre quand même de avoir du rendement malgré les facteurs exogènes qu'on a évoqués précédemment. Et donc, pour conclure, pour moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est quand même d'avoir un portefeuille qui soit diversifié et puis de se connaître soi-même par rapport à son profil de risque et le temps également qu'on a à dédier pour s'informer et pour investir, peu importe la classe d'actifs. Merci beaucoup, Florian. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la conclusion. Alors, on a essayé de faire un petit tableau comparatif. Alors, parfois, vous voyez qu'il y a deux valeurs, c'est parce qu'on n'est pas foncièrement d'accord. Ça reste un tableau subjectif. Subjectif. On a essayé d'être le plus objectif possible, mais ça ne reflète que nos points de vue à nous. Donc voilà, on a classé les actifs selon 5 critères, à savoir la volatilité, la rentabilité, la passivité, le risque et l'effet de levier. Alors, comme on le disait, c'est vraiment l'actif à avoir en bas de laine, qu'on garde chez soi. On ne sait jamais, un jour peut-être que ça servira. Et puis, de tous les cas, si vous avez besoin de la liquidité, vous pouvez le revendre. De toute façon, vous ne perdrez jamais, en tout cas potentiellement, énormément d'argent. Les actions qui sont un peu plus volatiles, qui ne sont pas forcément les meilleurs supports, comme on l'a vu en période d'inflation, mais qui peuvent avoir des très grosses rentabilités, d'où le désaccord. Par exemple, un chiffre, investir dans le CAC en janvier 2021, c'était plus intéressant que d'investir sur une période d'un an. C'était plus intéressant d'investir dans les actions que dans les cryptos. Alors que dans les cryptos, mais en fait, dans les cryptos, on a l'impression vraiment qu'on peut devenir multimillionnaire du jour au lendemain, ce qui n'est pas forcément faux. Il peut y avoir des rentabilités et des rendements qui sont gigantesques, de l'ordre de plusieurs milliers de pourcents, ce qu'on n'aura pas dans les actions. Mais en vrai, les actions performent aussi très, très, très bien. Le risque des actions étant donc moins élevé que les cryptos. Et puis l'immobilier qui est peu volatile, très rentable, passif, avec peu de risques et un très gros effet de levier qui est pratiquement inexistant sur l'or, l'action et les cryptos. Voilà pour la conclusion. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. On les prend et sinon, on aura le plaisir de vous retrouver dans un autre webinaire. Petit mot également à tout le monde pour vous dire, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nos conseillers
pour voir si l'immobilier est un support qui est fait pour vous. On en discute, on essaye d'établir votre profil financier. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant pour vous. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et puis vous verrez si l'immobilier est la bonne chose. Et puis peut-être que vous aurez le plaisir d'avoir Florian et Jérôme qui s'occuperont de vous dans les villes de Rennes et de Marseille. Oui, et puis, moi, si je peux rajouter un petit point, Benjamin, moi, je vous conseille d'investir sur les 4 classes d'actifs dont on a parlé, l'or, les actions, les cryptos et l'immobilier. Après, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Benjamin, essayez de vous faire conseiller pour savoir quelle est la classe d'actifs avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et puis quel pourcentage vous allez allouer par rapport à votre capital sur chaque classe d'actifs. Là, on voit très bien par rapport à la composition des ménages en France que l'immobilier, il y a une grande part d'immobilier. Il y a plus de 60% du capital des Français est constitué d'immobilier. Ça peut être une clé d'entrée très intéressante en période d'inflation soit pour mettre un pied dans l'investissement, ou soit pour solidifier son patrimoine. Dans tous les cas, le plus tôt vous commencerez, Exactement. le plus vite vous pourrez vous remercier. Voilà, comme on dit, il y a un adage qui dit le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. Le vous du futur vous remerciera d'avoir fait cette action à l'instant T. Et tous autour de cette table, on sait de quoi on parle pour avoir investi depuis un moment déjà. On ne voit pas les années passer. Hein. Moi, j'ai acheté mon premier appart il y a plus de 10 ans de ça. Et on ne voit pas les années passer. C'est ça. Et 10 ans après, quand on se retourne, on voit tout ce qu'on a engrangé sans s'en rendre compte finalement. On se dit, waouh, ça valait le coup de faire ces efforts il y a 10 ans. Donc, à garder en Oui, et tête. puis on a une chance incroyable en France d'avoir une valorisation de la pierre. On est propriétaire. Quand vous regardez un petit peu la pierre dans d'autres pays, il y a des pays sur lesquels vous avez accès à la propriété sur 99 ans. Il y a des pays asiatiques où, pour investir, vous devez vous associer avec un local et en tant qu'étranger, vous ne pouvez pas investir à être propriétaire à 100%. Et puis c'est surtout aujourd'hui, effectivement, c'est l'effet de levier aujourd'hui en France. L'effet de levier et les taux d'intérêt. Là, c'est le petit moment promotion, mais c'est vrai que nous, on a des très très belles solutions d'accompagnement sur la partie financement. Encore une fois, nous, ce qu'on voit passer au quotidien avec Jérôme en termes de dossiers de financement, très honnêtement, les clients Bivouac ont des conditions incroyables au niveau des financements encore sur 25 ans avec des différés de 6 mois à 1 an qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Donc, il y a encore des conditions d'accès au crédit bancaire qui sont incroyables. Maintenant, vous ne pourrez pas dire, grâce à ce webinaire, que vous ne savez pas que les taux vont remonter et que les conditions vont se durcir. Donc, effectivement, je pense que c'est le moment de se lancer. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Florian. Merci, et puis, au plaisir de refaire un webinaire sur le thème de l'investissement. On vous souhaite tous une excellente journée et à très vite avec nous. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir.